vu, je pense, nos collègues de Châtel, donc Céline et Mathieu. On parlait de la commune d'Égolène, en Suisse, où c'est encore le cas. Donc, ça est encore transmis aux enfants et moi, largement, mais au niveau de la commune. Donc, pour rester un mois au Val d'Ost, ici vous voyez juste quelques photos où la communication se passait réellement en provençal, et vous voyez que ça couvre toutes sortes de situations. Et je vais vous montrer quelques courtes vidéos des gens qui parlent en provençal pour voir un peu comment ça se passe, dans quel contexte, dans quel pays, et aussi entendre à quoi ça ressemble. Donc, il y a déjà plusieurs d'entre vous qui ont entendu le franco-provençal dans les femmes, mais après, on va voir que ça change beaucoup en fonction de contexte. On commence donc par la vallée d'Ost. La vallée d'Ost, eh bien, là, il ne faut pas vraiment chercher pour trouver une situation où on peut l'entendre. On peut vraiment l'entendre. Vous allez l'entendre sûrement pendant ces 5 jours du laboratoire. Je vais vous mettre juste une toute courte séquence d'interaction spontanée, si je peux me permettre, que j'avais filmé dans la maison communautaire. Et où vraiment, ça aurait pu être toute autre chose, mais c'est ça. Donc vous voyez que c'est la langue de travail dans l'administration communale avec madame ici, et une personne qui venait de finir en fait son travail dans le cabinet médical de la commune. C'était un ordinateur. Et j'espère qu'on va donc No, guarda, così, sì, giusto sperare per andare e poi perché l'ho dimenticata, come la però sempre delle volte, perché devo fare una sono appassionata. Dove ti conosci la Sachant que les personnes qu'on voit ici sont d'habitude des personnes qui ne l'utilisent pas dans la vie de tous les jours, mais qui l'utilisent plutôt dans des situations où ils parlent en franco-provençal pour parler en franco-provençal. Mais ça, je pense que Michel nous parlera demain des différents types de profils de locuteurs. Je ne m'arrête pas là-dessus, on va en parler. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que ce ne sont pas uniquement ce type de situation. Et pour vous donner un exemple, en 2015, on faisait une enquête de la part du Centre de franco-provençal avec Christiane et Fabien. On faisait une enquête en Savoie. Et là, moi, j'étais chargée justement de l'enquête de terrain, donc je suis établie en Savoie pour un mois pour rencontrer les personnes qui parlaient en franco-provençal. Et une des surprises, disons, à cette époque-là, pour moi, c'était que
dans chaque localité, littéralement, je trouvais des réseaux de communication en franco-provençal. Ça pouvait être des réseaux de communication assez limités en nombre de personnes, donc ça pouvait être 3 personnes, mais qui se connaissaient et qui avaient ces pratiques quotidiennes. Il faut dire aussi que très souvent ce sont des personnes âgées, mais pas uniquement. Et là encore, donc, pour dire un peu de quoi il va s'agir, il y en a aussi Agathe qui va nous parler de pratique de l'amour, par exemple, et qui va nous peut-être dire qu'il y a même des situations où les jeunes se parlent en franco-provençal dans sa voix, justement dans le cadre par exemple, des jeux de l'amour. Alors, un exemple aussi de conversation comme ça au quotidien. Oui. Bon, montez quelque on va avec nous. Bon. Ah bon, voilà. Voilà. Ah ben, vous l'avez vu. Voilà, vous l'avez vu. Voilà, voilà, enfin, vous avez vu, il m'en a eu pour que ça, mais. Voilà. Voilà, entendu. Voilà, voilà, le bain, quand on me demande, je sais pas, il se met à faire tout petit. Vous comprenez? Ah ben c'est bon, le temps, ouais, attends, ouais, ouais. Est-ce que vous avez un point? On voit déjà que c'est une autre variété. C'est pas ce qu'on a entendu tout à l'heure, et c'est pas ce que vous avez entendu tout à l'heure pendant le repas. Donc ça change. Mais est-ce que vous avez compris à peu près de quoi il s'agit? C'est surtout l'interlocuteur ou pas? Ben oui, mais en gros, c'était quelqu'un qui retournait de l'hôpital et il disait oui, mais bien que tu veux, de toute façon, voilà. À peu près, c'était ça. C'était en moyenne. Ouais. Pourquoi je vous ai dit aussi cette vidéo? En fait, je l'ai montré à un certain moment au groupe de différents membres des différentes associations de patoisans. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient vraiment étonnées du fait qu'on parle en patois, je dis exprès patois, qu'il y a quelqu'un qui peut parler en patois au téléphone. Et c'était genre, mais oui, bon, mais on peut parler patois au téléphone. Et donc, il y a eu toute une discussion parce que évidemment, je me disais, est-ce que vous parlez au téléphone, quoi, etc. Et on voit que, en fait, pour une très grande partie des gens qui le pratiquent encore, ça a quand même resté une langue orale de conversation de face à face, donc même si le téléphone c'est quand même oral, mais c'est déjà un peu médiatisé. Et donc, pour plusieurs personnes, c'est la situation impensable. Alors, si on revient un instant au Val d'Ost, il faut dire que, bon, au téléphone ça se fait, sans doute, mais par exemple, justement parce que ça reste largement une langue orale, il y a plusieurs personnes, c'est vraiment la situation très typique, plusieurs personnes qui se parlent toute la vie uniquement en franco-provençal, par exemple en famille, et qui s'écrivent tout le temps en italien. Parce que, voilà. Maintenant, ça change un peu parce que des fois, on peut envoyer des messages, un message vocal, et donc voilà. On peut continuer à utiliser WhatsApp, mais souvent, c'est pas le cas. Donc, voilà. Et puis, il y a encore deux petites vidéos qui sont un peu plus en version interview, où justement les gens parlent toujours en français, parlent des dynamiques, disons, et de la situation linguistique. C'est vrai qu'à toi, la tradition, il posto, la bella télévision. Devant la net, notre centrale, d'ailleurs, il y a pas un Léon qui se fait.
était les premiers, je ne sais pas. Ils ne voulaient pas sortir de leur relation. Et ça, est fondamental. Il n'y a pas d'évolution. Quand tu restes bloqué, quand tu restes. Il n'y a pas de façon de. Et même quand vous prêchez dans d'autres places, mais ne préoccupe pas de savoir comment ils ont chaleur. De près, basta, s'ils ne comprennent pas, il n'est pas grave. Est-ce que ça vous avez compris? Je crois que ça change. Enfin, ça c'était en parenthèse. Sans savoir avec notre vallée. Donc, là, on est quand même bien dans la situation où les locuteurs se rendent compte du fait que leur réseau de communication devienne de plus en plus petit et constitué d'un, deux, trois peut-être personnes. Il y a plusieurs facteurs que les gens mettent en avant. Ça change d'une personne à l'autre. Par exemple, lui, il parle vraiment des pratiques quotidiennes, donc la télévision, et le fait qu'on fait plus des choses comme par exemple les veillées, où les gens se retrouvaient, chanter quand on disparaît, etc. Et aussi du fait que, et ça, on parlera en détail demain quand on parlera des différents stéréotypes et idéologies linguistiques, si on veut, cette idée d'un côté du patois pur de la commune, et de l'autre côté, le fait qu'il n'y a pas de communication et d'intercompréhension possible entre les communes, ce qui est faux, je peux le dire d'avance. Ça se comprend. Mais voilà. Lui, il met en avant ça. Une dernière vidéo. Ça va être peut-être un peu moins compréhensible parce que si on veut vraiment à ce niveau-là qui est en Attends, nous autres, la Biographe, on vient d'habiter, vous n'en parlez par la patrie. Parce que ça veut que pellicule, pourtant, on a le préjudice. Et alors, vous êtes une enseigne, ici, dans la nuit, dans la bouche, dans le cul de la passe, au cas où je n'arrive pas. Et bien sûr qu'au départ, maman n'avait jamais parlé, personne ne parlait, pas de lui. Mais maman, c'est mon client de bien. Maman, c'est mon client, avoué, elle va être chante. Avoué le frère de mon père. Et mon frère et moi, elle va être avouée. Nous, on travaillait dans la carrière de l'église. Il y avait la mère, la soutane, les autres soirs, le 11 février. Et mon frère et Renan, vous allez faire, mon frère et Renan, la saison de blanc, le 28 de mars. Et après, maman faisait pas mal la patience de parler français. Le langue, ils étaient habitués, il y a pas mal, rien de parler français. Français, quand parlant tout le habitué, il fallait faire attention à cette question, il y a pas mal à bien. Maman faisait le mariage au pas, son nom, et toujours parlant habitué. Après, quand on est allé à l'école, nous avions décidé de nous apprendre à parler français. Mais juste devant, alors à l'école. Je me rappelle qu'à l'école, vous ne me rappelez pas ce que fait jour de bêtises, mais je me rappelle de d'autres qui me faisaient rire. Ou de le mal que parlait des quartiers. On vient de parler de cailloux. Et il y en a qui dit que le caillou, c'est le père. Et l'autre a dit, non, le caillou, le caillou. Est-ce que vous avez compris? Je vous mets peut-être directement la traduction. Je pense que
Ça, donc, bon, ici, on voit que dans plusieurs autres entretiens, c'est l'école qui est mise en avant et le fait qu'à l'école, il fallait parler français. Ici, concrètement, on voit qu'il y a eu des hésitations donc, entre le premier mariage et le premier-né qui ont essayé de parler français et ensuite cette dame aussi qui ont parlé déjà uniquement en salle pour son enfance et on a commencé à parler français avant qu'elle aille à l'école. Et puis aussi quelque chose d'assez typique, donc toutes sortes de blagues par rapport au malentendu entre le français et le français. Ce que je voulais souligner, quand on travaille avec les entretiens, par exemple, ou avec toutes sortes de témoignages, il faut savoir que c'est très important pour nous. Ce sont aussi, c'est l'expérience des gens, ce sont les représentations aussi des gens. Mais en même temps, ça met en avant certaines choses en laissant de côté d'autres choses. Donc si on veut faire une analyse plus complexe de la dynamique de la situation linguistique, évidemment, il faut aussi regarder tout ce qui est le contexte social, économique, politique, etc. La transformation, par exemple, de l'économie locale. Et je vous donne deux exemples rapides. Le premier, c'est l'aménagement du territoire et comment c'est lié au maintien de langue minoritaire de la provençale. On sait que dans toutes les régions de montagne, une grande transformation de la société et de l'économie locale a eu lieu avec le développement du secteur tertiaire, avec la construction des barrages et des stations de ski. Et par exemple, en Savoie, on voit que très souvent, c'est ce que justement les personnes nous racontent, ces personnes ont dû quitter en fait leur maison de montagne et leur pâturage au moment de la construction de stations de ski, parce que c'était la construction de ce grand domaine skiable, par exemple en Antarctique, si vous en connaissez sûrement quelques-uns. Et donc, la disparition de la langue, des pratiques en franco-provençal, était liée, entre autres, à la disparition physique de réseaux de communication, parce que ces gens-là, ils recevaient en contrepartie des maisons ou des appartements un peu partout dans différentes parties du fond de la vallée, en ville. Et donc, il n'y a plus cette communauté. Si on le met en parallèle avec ce qui s'est passé ici au Val-d'Ost ou bien en Suisse, là, ce qui s'est passé, c'était complètement autre chose, parce que, en fait, le secteur tertiaire, celui-là, le secteur du tourisme de montagne, notamment lié justement aux stations de ski, n'utilise la montagne qu'en hiver, évidemment. Et donc, en été, ces mêmes versants de montagne peuvent être utilisés pour du pâturage, etc. Ce qui fait que l'effet que, on dirait, la même transformation économique a eu était le contraire. C'est-à-dire que si avant, les gens, les agriculteurs avaient le travail l'été, et après, en hiver, ils n'avaient pas de travail, typiquement, ils devaient aller chercher le travail quelque part en ville, maintenant, ils ont le travail tout le long de l'année. Donc, ça a contribué à consolider justement les réseaux sociaux existants. Et un autre exemple, c'est l'école. L'école dont parlait cette dame, mais abordée d'une autre manière. Ça, c'est l'école Saint-Nicolas. Si on regarde comment ça se faisait, par exemple, si on regarde aussi l'organisation de la société de montagne, j'insiste là-dessus pour aussi rebondir sur ce que disait Christiane au début de l'aspect de l'approche interdisciplinaire. Donc il y a une grande différence entre les vallées alpines où l'école se trouve dans les villes, donc au fond de la vallée, et tous les enfants descendent de là, et ils sont
autre type d'aménagement de la montagne et de la société alpine, comme ici, pour ne pas aller trop loin, ou même dans une communauté comme celle que vous connaissez, une communauté de 300 habitants, il y a une école maternelle, une école primaire et secondaire, et où les enfants restent ensemble. Souvent, il y a des enfants qui vont là-bas, je faisais des activités à l'école maternelle, et bien il y avait des enfants qui venaient à l'école et ne parlaient que patois. Et logiquement, on leur parlait aussi patois, on leur apprenait les valaises, etc. Donc, il y a aussi toutes sortes de facteurs comme ça. Je ne vais pas m'arrêter de vous en dire très en détail sur chaque pays, parce qu'en un mot, je vais juste dire troisième pays, la Suisse. On aura la présentation sur la Suisse. Je me permets de ne pas aller très en détail. Je vais juste dire qu'il y a deux types de situations qu'on a vues. Il y a ici la communauté des Brèmes, justement, où le canton provençal est encore parlé au quotidien aujourd'hui. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, ce sont des images du canton de Vaud. Typiquement, il y a une grande différence entre aussi les cantons protestants et les cantons catholiques, sachant que dans les cantons protestants, la substitution linguistique a eu lieu bien avant. Et par exemple ici, dans le canton de Vaud, vous voyez le moment de la mise en avant du franc provençal, c'est le moment de la fête des vignerons qui a eu lieu juste avant la pandémie, à Vaudet, et qui a lieu tous les 20 ans. Mais là, il y a d'autres occasions, mais voilà, il y a quand même une grande différence de deux contextes. N'empêche que, même, et je vais m'arrêter là, n'empêche que même dans les contextes comme celui-là, où il semble que voilà, ça n'est plus parlé depuis plusieurs générations, en fait, nous, on trouve encore les gens qui parlent. Et par exemple, comme ça me permet de faire une petite parenthèse sur le franc provençal à la mer Noire. J'ai fait une enquête pendant quelques années quand j'étais à Lausanne sur le franc provençal parlé à la mer Noire par une communauté de vignerons suisses qui était partie de la Suisse en 1822. C'était établi près de Lissa. À cette époque-là, le plus puis le Roumanie, puis le XVI était en Ukraine. Et lorsque je faisais cette enquête, donc je faisais des présentations autour de cette enquête, je le faisais en franc provençal par des associations, etc. Et c'est là qu'il y a eu des personnes qui m'ont contacté, que je n'avais jamais connu, mais qui m'ont contacté parce qu'ils trouvaient ça intéressant et qui m'ont dit, par exemple, qu'il y avait une dame donc, qui m'a fait 3 pages de parallèle entre le patois du Japon, cette communauté-là, et son parler, son franc provençal, donc du canton de Vaud, qui est censé être, voilà, ne plus être parlé depuis au moins un siècle. Donc je l'ai rencontré, et c'est quelqu'un qui avait à cette époque-là 14 ans, je pense, qui le parle, des souffrances, enfin, qu'il a entendu depuis son enfance. Elle a commencé activement à le parler quand il avait plutôt vers 30 ans, mais à l'époque où plusieurs vignerons le parlaient plutôt. Et désormais, elle fait des rencontres chez elle, une fois par semaine, mais comme ça pour les gens qui peuvent venir boire un thé et parler un franc provençal. Et il y a même des jeunes qui l'ont appris comme ça. Et je vais terminer par une chanson, si je peux, si ça va marcher, qu'elle a composée, cette dame, donc qui maintenant doit avoir 16 ans, je pense, et qui a été chantée par justement un de ces jeunes qui a appris la langue comme ça avec elle. Los
quelques années.